Donc je remercie tout particulièrement, vous avez compris, Pascaline, sans qui je ne serais pas là, et bien sûr Sandra aussi. Voilà, donc je vais vous parler effectivement des archives akashiques. Avant cela, je vais un petit peu présenter mon parcours pour vous expliquer qu'est-ce qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui. Je n'ai pas, contrairement à vous, pour l'instant vécu de deuil, si ce n'est de grands-parents. Mais en fait, moi, ce qui m'a mis sur ce chemin d'éveil, ce chemin de la spiritualité, de la reconnexion au sacré en soi, c'est la maladie. Donc j'ai eu un cancer quelques mois avant mes 30 ans, il y a de nombreuses années maintenant. Je vis très bien. Et en fait, cette maladie a eu un effet de tsunami dans ma vie. C'est-à-dire que, comme vous, il y a un avant et il y a un après. Donc, tout a été mis par terre, dans ma tête en tout cas. J'étais plutôt du genre à avoir coché toutes les cases. La petite fille modèle, la bonne élève, la bonne copine, la bonne collègue, etc., etc. Le bon boulot. En apparence, tout allait très bien. Et puis, je me suis pris ce mur, cette maladie. Et donc, il y a quelque chose en moi qui m'a dit, il faut comprendre comment t'en es arrivé là. Alors, je n'ai pas décidé volontairement, en fait. C'était quelques jours après ma sortie d'hôpital où j'ai eu comme une voix, une inspiration qui m'a dit, il faut absolument comprendre parce que la prochaine fois, si prochaine fois il y a, tu n'auras peut-être pas autant de chance. Donc c'est devenu une espèce d'obsession et pourtant autour de moi, comme vous, comme certaines l'ont dit, j'ai été très entourée par mes amis, ma famille, mes collègues, mais en même temps j'étais très seule par rapport à ce que je traversais parce que, à moins d'avoir vécu la même chose, c'est difficile de comprendre de l'intérieur ce que chacun vit. Et en fait, ce cheminement, petit à petit, m'a amené à vivre une multitude de synchronicités et de signes que, à l'époque, j'appelais des petits cailloux qu'on se met sur mon chemin et je me suivais un petit caillou, puis un autre, puis encore un autre. Je ne savais pas du tout où ça allait m'amener, je ne savais pas pour combien de temps non plus. Mais en fait, voilà, je suivais les signes et je sais que le tout premier, c'est quand j'ai repris le travail, où j'étais, donc je vis à Paris, je travaillais à Paris. J'étais allée donc au Virgin Megastore des Champs-Élysées, qui n'existe plus depuis très longtemps. Et en fait, j'allais régulièrement dans ce temple des livres, des CD, etc., de la FNAC. Et d'habitude, j'allais toujours dans le même type de rayon, on va dire. Et là, je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, je me suis retrouvée à un endroit où je n'étais jamais allée, qui était le rayon développement personnel, où il n'y avait pas grand-chose. On était en 97. Et là, je tombe sur un livre qui était étalé, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, de Michel Oudou. J'ouvre le livre, voilà, je commence à regarder la signification de ce que j'avais, etc. Et là, ça a été encore un autre détonateur dans ma tête. Et puis ça a continué. Donc j'ai fait pas mal de choses, j'ai été voir beaucoup de thérapeutes aussi, mais plutôt orientés santé évidemment, pour petit à petit évoluer vers des choses beaucoup plus en lien avec l'intangible, avec l'invisible. Donc j'ai été explorer du côté du chamanisme, j'ai exploré différentes choses. Et puis ce qui s'est passé, c'est que en parallèle de tout ça, les années avancent, je suis toujours salariée en entreprise. Il y a une période où j'ai commencé à avoir des messages, en fait, comme si on parlait. Sauf qu'à l'époque, moi, ça m'a grave flippée, parce que personne n'avait jamais parlé de ça. Et du coup, je me suis dit, je suis en train de devenir folle, quoi.
Donc j'ai dit, stop, ça suffit, je ne veux plus rien entendre, quoi. On éteint tout, je reprends ma vie normalement. Sauf que quand c'est son chemin, on n'y échappe pas, à un autre moment, ça vient refrapper à la porte. Donc, quelques années plus tard, on est dans les années 2010, je suis une formation de coaching en parallèle de mon activité de salarié. Et cette formation de coaching, en fait, avait été très axée spiritualité, ce que je ne savais pas du tout. Et donc j'ai atterri là, vous vous doutez, pas par hasard. Mais en tous les cas, cette formation m'a vraiment permis de me reconnecter justement à cette dimension sacrée dont j'ignorais tout quelque part encore. Donc je fais vraiment la distinction entre la spiritualité et la religion. Pour moi, c'est pas la même chose. Cette formation, je l'ai suivie à Paris. C'était un enseignement d'une école américaine qui a organisé quelques mois plus tard, donc c'était en février 2011, un colloque de coaching aux États-Unis, en Floride. Donc c'était une invitation qui avait été faite à tous les coachs qui avaient été formés de par le monde de cette méthode. Et quand j'ai reçu le mail, la newsletter, il y a quelque chose qui m'a dit il faut que tu y ailles. Et tout de suite, mon mental m'a dit mais qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? T'as pas fini ta formation, t'as pas l'intention de devenir coach, t'as pas l'intention de faire la certification, tu vas te retrouver qu'avec des coachs hyper performants qui exercent depuis longtemps. Bref, syndrome de l'imposteur et de l'illégitimité. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? J'ai dialogué comme ça avec mon mental, parce que je suis quelqu'un de très dans le mental. Je me suis beaucoup soignée depuis, ça va mieux. J'écoute beaucoup plus mon intuition aujourd'hui, évidemment. Et ça m'a pris 3 mois avant de prendre la décision d'y aller, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'en avais tellement marre d'avoir ce dialogue intérieur que je me suis dit, bon, ok, là, juste pour que ça s'arrête, ok, j'y vais, je prends mon billet d'avion et je vais aller assister à ce colloque. Quelques semaines avant de partir, je découvre qu'il fallait s'inscrire à des ateliers. Je sais pas, j'avais pas eu l'info, donc je l'avais loupé. Bref. Donc il y a plein d'ateliers qui étaient complets. Il y en a un qui restait, qui s'appelait, alors je vous traduis le français, l'approche chamanique et akashique de la destinée. Alors là, je me suis dit, chamanique, ok, ça va, ça je connais un peu. Akashique, pas connaître. J'ai pas cherché ce que c'était. Je me suis dit, il faut que je coche 3 ateliers. La bonne élève a coché 3 ateliers. Et puis je pars et j'assiste donc à ce fameux atelier. Et là, j'ai ressenti la même chose que quand j'ai reçu le mail annonçant ce colloque. Il y a eu une espèce de, je sais pas, d'élan intérieur. J'ai eu l'impression comme si on disait, c'est ça que tu dois faire. Et je disais, mais alors, la personne qui avait expliqué ce que c'était avait été très claire, mais mon mental n'avait rien compris. Donc je vous rassure, si vous ne comprenez rien à ce que je vais vous dire, voilà, tout va bien, hein, il n'y a aucun souci. Donc moi, mon mental était tellement, je pense, en mode survie, là, qu'il s'est dit, oh, là, ça va trop loin. Donc il y a une espèce de blackout, et je me suis dit, mais je ne peux pas faire ça, parce que ça, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas comment, etc. Donc, bon, on laisse tomber. On a fait un tour de parole, on devait donner son prénom et puis un mot. Alors moi, j'avais en bonne élève, j'avais préparé mon mot, je me suis dit, bon, je vais dire ça, je ne sais plus ce que je devais dire à l'époque. Sauf que quand j'ai ouvert la bouche, c'est pas du tout ça qui est sorti. C'est le mot connexion. Et là, ça m'a quand même interpellée. Bon, sur ce, je rentre en France. Donc on est en février 2011. Internet, c'est les trucs quand même, hein. Les réseaux sociaux, nada. Les rayons ésotéristes, développement personnel, quasi nada, culture
ça n'existait pas, il me semble, enfin bon, bref. Je cherche quand même sur Internet, je ne trouve rien, et ça m'arrange bien, surtout mon mental. Donc je reprends mon travail, voilà. Et puis 3 semaines après, ça revient, archive akashique. Il faut que tu trouves, il faut que tu cherches. Et ça revient d'une manière obsédante. Donc je me suis dit, bon, cette fois, je m'y mets, et je vais trouver, quoi. Juste pour que ça s'arrête dans ma tête, en fait. Et là, je trouve, en fait, je tombe sur les coordonnées d'une personne qui vit aux États-Unis, je vous donne en mille, en Floride, là où j'ai assisté au colloque, et qui vient 2 fois par an en France pour former, guider, accompagner des personnes à se connecter aux annales akashiques. Donc je m'inscris pour 6 mois facilement plus tard. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et quand j'ai assisté à mon premier stage, parce que j'en ai fait plusieurs, et puis après j'ai traduit les stages de cet intervenant, je me suis retrouvée avec des personnes, des stagiaires comme moi, mais alors ils étaient tous magnétiseurs, énergéticiens, médiums, enfin ils étaient tous complètement là-dedans, et moi pas du tout. Donc je me demandais vraiment ce que je faisais là, et ça a été une grande claque. Parce que effectivement j'ai reçu des informations mais je ne comprenais toujours pas ce que ça voulait dire, ni d'où ça venait, etc. Donc c'était très 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 perturbant en fait. Et puis petit à petit, mes amis coachs m'ont dit quand tu sauras accéder aux archives akashiques des autres, eh bien on viendra te consulter. Et en fait c'est ce qui s'est passé. En parallèle, j'ai été licenciée parce que quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai appris que l'entreprise pour laquelle je travaillais était rentrée en processus de rachat. Étant donné que je travaillais au siège, que je dirigeais une fonction qui était la communication interne, évidemment j'ai fait partie des têtes qui sont tombées. Alors moi, on m'a gardé 1 an, quand même, le temps de faire le plan de com auprès des salariés, etc. Et puis au bout d'1 an, j'ai dégagé. Et donc, tout s'est passé en même temps. Sauf que la bonne élève, elle s'est dit, on va retrouver du travail, quoi, un travail normal. Donc, rebelote, j'ai des candidatures, je passe des entretiens, puis alors en plus, j'envoie une lettre, pof, on convoque, je passe tous les entretiens, tout se passe très bien, puis au dernier moment, ça marche pas. Et ça, plusieurs fois. Donc à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre quand même, j'ai les bons diplômes, la bonne expérience, et pourtant ça n'aboutit pas. Donc je me suis dit, c'est qu'il doit y avoir autre chose. Donc à un moment donné, j'ai dit, écoutez, moi là-haut, je ne sais pas où vous voulez que j'aille. J'ai l'impression de comprendre que mon temps en entreprise il est terminé. Donc ok, je veux bien accepter, mais guidez-moi, parce que là c'est le brouillard total, je suis perdue. Et petit à petit, à nouveau, les petits cailloux se remettent sur mon chemin. Et c'est comme ça que j'ai fini par créer mon entreprise et aujourd'hui, mon activité est d'accompagner des personnes en individuel ou en groupe avec les archives akashiques, mais aussi en coaching et également par l'écriture intuitive et créative. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que je fais. Et en parallèle de tout ça, je suis auteure, donc j'ai édité un livre chez Hachette le Lotus et l'éléphant comme Sonia, un cahier d'exercices et 2 oracles que si vous voulez vous pourrez regarder à la pause si ça vous intéresse. En fait, je vais vous expliquer comment j'y suis arrivée à être auteure parce qu'en fait, moi, Marie-Christine, n'ai jamais voulu être auteure. De la même manière que je n'ai jamais voulu aller dans les annales, faire ce que je fais aujourd'hui finalement, mais tout m'y a poussé en fait. Donc à un moment donné, j'ai tout lâché parce que ma tête ne comprenait plus rien, on n'est pas du tout au bon endroit, donc je lâche tout et je dis ok, maintenant je me laisse guider. Quoi. Et en fait, en faisant ça, j'ai vraiment l'impression d'être téléguidée.
mais d'une manière hallucinante, quoi. C'est vraiment, parfois, je me pince tellement ça me paraît énorme, quoi. Donc l'histoire du livre, ce qui s'est passé, c'est que, et je vais très vite vous expliquer ce que sont les archives akashiques, rassurez-vous. Les premiers temps, en fait, j'ai canalisé beaucoup d'informations et beaucoup d'enseignements spirituels, des enseignements de sagesse sur la voie du cœur. Et donc ça me disait, il faut que tu écrives, il faut que tu publies un livre. Et moi j'étais là, publier un livre, oula, mais sur quoi? Et donc mes amis disaient, mais Marie-Christine, c'est évident, tu dois écrire sur les archives akashiques. Et alors moi je disais, ben c'est évident pour vous, mais pas pour moi. Et je suis qui moi pour écrire sur les archives akashiques? Donc, et qu'est-ce que je vais raconter? Et qu'est-ce que ça va apporter de plus que ce qui peut potentiellement déjà exister? Donc, je n'ai pas du tout décidé à écrire un livre. Donc, ça a pris au moins 8 ans avant que je me mette à écrire le livre, en fait. Alors, c'était pas un problème de page blanche, parce que j'ai travaillé dans la communication. Moi, l'écriture, c'est pas un souci du tout. Mais par contre, c'était le fil conducteur. Je ne savais pas du tout par quel pied démarrer le livre. Et du coup, comme l'univers fait bien les choses, un jour, il m'envoie en consultation une cliente que je découvre être, au fur et à mesure de la séance, éditrice. Alors évidemment, en séance, c'est pas moi qui pose des questions, donc c'est elle, moi je canalise des réponses. Donc j'avais pas lui demander, mais vous êtes éditrice, dans quel domaine? Donc j'attends la fin de la séance, et là il y a quelque chose en moi qui me dit, non mais Marie-Christine, tu peux pas la laisser partir là, il faut vraiment que tu lui parles, quoi. Donc j'étais un peu au taquet, quoi. Et donc je lui dis, écoutez, vous êtes éditrice, mais et je ne savais même pas comment lui poser ma question. Donc finalement, ce qui sort de ma bouche, c'est dans une grande maison d'édition. Et je me suis dit, mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on s'en fiche, quoi, c'était pas ça le sujet. Alors elle me dit, bah oui, je suis éditrice chez Hachette. Alors je ne savais pas que c'était la maison d'édition numéro 1 en France, à l'époque. Et donc, elle me dit, bah oui, je viens de changer là, de service maintenant, de collection. Je vais m'occuper de la collection spiritualité et ésotérisme. Et là, je suis restée, je me suis dit, c'est pas possible, le caméra, quoi. C'est une blague. Et c'était énorme. Alors, quand je vous dis qu'il m'arrive des trucs dingues, il m'arrive des trucs dingues. Donc là, je lui dis, parce qu'en fait, on m'a demandé d'écrire un livre, quoi. Elle me dit, sur les archives akashiques. Je dis, c'est toute la question, quoi. Et je dis, le souci, c'est que je ne sais pas quoi raconter. Alors elle me dit, vous pouviez expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, comment on y accède, comment vous y êtes arrivé, etc. Je fais, ah d'accord. Je dis, c'est ce que je fais déjà en conférence, en fait. Donc je me suis dit, ça va, ça je sais faire. Et ça s'est fait comme ça. Alors elle m'a dit, maintenant il va falloir que j'arrive, et qu'on arrive ensemble à convaincre en interne. Parce que les archives akashiques, donc ça c'était en 2018. Alors moi j'étais pas inquiète, je vais vous dire, attendez, je me suis dit, on m'envoie une éditrice. Elle est dans la première maison d'édition française. Collection spiritualité et ésotérisme. Si ça se fait pas, alors là j'ai rien compris. Je me suis dit, c'est possible, je veux dire, j'ai pas la prétention d'avoir tout compris. Donc je me suis dit, peut-être qu'effectivement j'ai rien compris depuis 10 ans. Mais là, quand même, ça fait beaucoup. Donc, effectivement, c'est passé. Et pour la petite anecdote, quand elle a parlé du sujet aux commerciaux pour qu'ils vendent le titre auprès des libraires, les commerciaux ont dit, mais comment on va vendre ce titre? Donc, le livre est sorti janvier 2020. Je ne vous fais pas la rétrospective de l'année 2020. Donc, aucune promo, rien du tout. Et il se trouve qu'il se vend très bien. Et voilà, ça a été la grosse surprise au sein de la maison d'édition. Pour moi aussi.
C'était pas mon intention qu'ils se vendent très bien. Enfin, moi, mon intention, c'est de transmettre, de partager ces enseignements spirituels sur l'ouverture du cœur. Et tant mieux si ça touche beaucoup de personnes. Et si ça fait du bien, tant mieux. Mais voilà, donc ça, c'est un peu l'histoire de la naissance du livre. Et pour vous montrer à quel point des signes, ouais, il y en a. On en a tout le temps. Maintenant, on ne les voit pas forcément, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se passe quelque chose dans notre vie et que là, on y prête peut-être un petit peu plus attention. Alors, les archives akashiques. De quoi s'agit-il? Alors déjà, je vais commencer par expliquer, enfin peut-être juste les mots. Alors, vous avez peut-être entendu parler annales akashiques, mémoire akashique, dossier, registre, livre, enfin bref, en anglais c'est Akashic Records. Records, c'est enregistrement, d'accord? Akashic, ça vient du sanskrit, qui est la langue des textes sacrés indiens, Akasha, et qui signifie substance primordiale. Donc finalement, c'est la substance c'est ce qui tient tout en fait dans l'univers. Alors, si on fait parallèle avec le corps humain, on pourrait dire que c'est ce qui correspond au fascia. Donc c'est cette membrane très très fine qui vient tenir tous nos muscles, nos ligaments, nos tendons, nos organes, etc. Sinon tout s'écroule. On dit aussi que c'est le 5e élément, l'éther en fait. Donc les archives akashiques, la manière dont moi je me le représente me les représente et les explique, c'est comme un champ d'information en fait. C'est un plan vibratoire, un plan de conscience, on pourrait dire. Ici, c'est un plan terrestre, hein, c'est un plan de conscience. Et puis il y en a d'autres. C'est un peu comme une station de radio, d'accord? Donc il y a la radio des défunts, il y a la radio des anges et il y a la radio des annales akashiques. Donc voilà, ça c'est la manière simple de l'expliquer. Donc ce n'est pas quelque chose de palpable, hein, c'est pas quelque chose que je peux toucher comme ça, c'est vraiment dans le subtil, donc c'est tout autour de nous et c'est en nous aussi. Et ce champ d'information, ce plan vibratoire, il va venir enregistrer, vont venir s'imprégner dessus, s'imprimer toutes nos paroles, nos pensées, nos actions, nos émotions, en lien avec notre âme, avec la mémoire de l'âme, en fait. Donc, depuis sa naissance, de la source jusqu'à aujourd'hui. Ça contient le passé, le présent, les potentialités futures. Sachant que le futur, on l'écrit à chaque instant. À chaque instant où on prend une décision, où on fait un choix, du coup, on change de ligne de temps future possible. Il y a plusieurs lignes de temps futures possibles et par nos décisions, par nos comportements, par nos choix, on va aller vers l'un ou l'autre, vers l'une ou l'autre, en fait. Alors, je ne vais pas vous faire une exposé sur le temps, passé, présent, futur, parce que ce n'est pas vraiment un temps qui est linéaire. C'est plus des temps qui sont parallèles, mais qui n'avancent pas forcément au même rythme. Ce qui fait que nous, notre lecture, elle est passé, présent, futur, mais c'est pas si cadré que ça, en réalité. Donc ça contient ce qu'on appelle les vies passées, les vies antérieures, les vies parallèles, vous mettez le mot que vous voulez. Dans tous les cas, tout le voyage de l'âme, depuis sa naissance de la source jusqu'à maintenant. Donc ça contient toutes les informations en lien avec les humains, mais plus largement en lien avec le vivant. Donc les animaux, les lieux, là vous allez me dire les lieux ils ne sont pas vivants, l'âme du lieu. Voilà. Donc on peut tout à fait se connecter à l'âme du lieu et recevoir des informations. Les lieux, ils gardent la mémoire de ce qui se passe, les murs, les tentures, les vêtements, les bijoux,
tout garde en fait la mémoire, tout s'imprime, puisque tout est énergie, tout est vibratoire, et tout ce qui est vibratoire et énergie est information. Donc à partir de là, il y a une trace qui reste, qu'on en soit conscient ou pas. Donc ça c'est un petit peu ce que sont les archives akashiques. On appelle aussi la bibliothèque akashique, la bibliothèque du ciel, d'où l'image que Pascaline a partagée tout à l'heure. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à un moment donné, le langage, on pourrait dire, de l'intangible, de l'au-delà, n'est pas le même que l'autre. Donc il faut bien nous envoyer, souvent on reçoit des images, en fait, des métaphores, pour qu'on puisse nous faire le lien entre ces informations et quelque chose qu'on connaît en fait. Donc voilà, donc, la symbolique de la bibliothèque, c'est parce qu'en fait ce champ d'information recoupe et contient surtout énormément d'informations. En fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle de bibliothèque, mais c'est pas une bibliothèque, voilà. Sauf qu'effectivement, dans beaucoup de partages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente, ils vont dire que voilà, ils ont été dans un espace comme ça, avec des livres où ils ont étudié, où il y avait des personnes qui étudiaient derrière des sortes de pupitres ou de choses comme ça. Notamment, je sais que moi, quand j'ai eu accès... Alors, comment on y accède c'est un état de conscience modifié en fait, hein. C'est un autre plan vibratoire, d'accord? Donc c'est comme les anciens postes de radio, vous aviez la petite molette là pour ajuster la station, là c'est la même chose, sauf que la molette elle est dans le cœur, d'accord? Donc c'est vraiment par la connexion au cœur que vous allez pouvoir vous ajuster à cette fréquence, à cette vibration. Donc on peut faire cet ajustement avec de la méditation, avec du centrage dans le cœur. Évidemment, il faut émettre une intention pure et bienveillante et dans le cœur, hein. C'est pas pour manipuler quoi que ce soit, bien évidemment. On peut y accéder, il y a des protocoles qui existent, des prières qui existent, des protocoles. On peut y accéder aussi également en voyage chamanique. Donc si vous ne connaissez pas le principe des voyages chamaniques, c'est grâce à la transe du tambour en fait que l'on va rentrer dans un état de conscience modifié, ralentissement des ondes cérébrales, ondes alpha, etc. Et à partir de là, avec l'intention qu'on va émettre, on peut accéder au monde d'en dessous, qui est le monde des esprits guides, des esprits alliés, de l'animal de pouvoir, l'animal totem, vous avez peut-être entendu ces appellations-là, le monde du milieu, qui est le nôtre, et le monde des esprits guides. Et donc, dans le monde des esprits guides, il est possible d'accéder à cet espace vibratoire. D'accord? Et donc moi j'y ai eu accès une fois en voyage chamanique dans le monde d'en haut comme on l'appelle. Et effectivement ça m'est apparu comme une bibliothèque. Voilà. Donc on s'ajuste, on fait un réglage intérieur, j'ai envie de dire. Donc il faut arriver à faire taire son mental, hein, vous avez compris, c'est tout le challenge de l'affaire. C'est que si là-haut le petit vélo il n'arrête pas de tourner, ça va pas le faire. Donc avant, il faut pouvoir développer des pratiques et des habitudes d'ancrage, d'accueil, de laisser partir tout ce qui peut nous polluer. Donc c'est clair que la méditation, elle aide beaucoup. La prière, ça aide aussi, la nature, ça aide, ça peut être de la créativité. Enfin, bon, il n'y a pas forcément une chose précisément, mais l'idée, ça va être de calmer cette agitation et ce flot mental pour pouvoir se centrer dans le cœur. Et à partir de là, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'expanse, comme quelque chose qui s'ouvre en fait. Et puis on est en connexion avec ce plan vibratoire. Et on peut canaliser des informations. Donc c'est-à-dire qu'on va recevoir des énergies qui sont là et qui nous accueillent en fait. Je sais. Alors, je ne sais pas comment, mais je sais.
en fait. Voilà. Donc on peut recevoir des informations, donc comme je vous l'ai dit, des enseignements spirituels, par exemple. On peut recevoir des informations sur des schémas de blocage par rapport à des obstacles qu'on vit aujourd'hui, par rapport à des croyances limitantes, par rapport à des peurs, par rapport à des relations qui sont difficiles, par rapport à des projets qu'on souhaite mettre en place. Enfin, potentiellement, il y a plein d'informations qu'on peut récupérer. Quand en général il y a... Alors c'est pas une visite touristique. On y va quand même avec une intention, on est dans une démarche de développement spirituel, de connaissance de soi, et l'idée c'est quand même de se libérer et de s'alléger au maximum de son sac à dos pour être beaucoup plus dans la lumière, dans l'amour, dans l'épanouissement, peut-être dans la compassion. On peut travailler les notions de pardon, les notions de colère, de tristesse, de culpabilité. Enfin, il y a plein de sujets qu'on peut aller explorer par rapport à ce que je vis ici et maintenant. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ma vie aujourd'hui. Ce que j'ai fait dans mes autres vies, ça ne m'intéresse pas spécialement, sauf si elles ont un impact sur ma vie actuelle et que ça m'empêche aujourd'hui de concrétiser un projet, une relation ou quoi que ce soit, en fait. Donc ça, oui. Et donc, en fait, l'origine des informations, les racines des problématiques que je vis aujourd'hui dans ma vie, elles sont potentiellement de trois sortes, en fait. La première, c'est l'enfance. Ça ne va pas vous surprendre. La plupart des choses proviennent de l'enfance. La deuxième, ça va être le transgénérationnel. Donc il y a énormément de problématiques que l'on vit aujourd'hui qui sont des héritages de mémoire transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'on a un ancêtre qui a vécu quelque chose, qui a généré une émotion. Cette émotion n'a pas été, j'ai envie de dire, digérée, transmutée, elle n'a pas circulé, elle est restée bloquée, elle s'est cristallisée, ça a créé une mémoire. Et c'est quelque chose qui va se répercuter sur la descendance. Ça peut attendre plusieurs générations avant que ça remonte. Et souvent, dans une famille, il y a une personne qui est un peu celle qui a dû choisir avant de s'incarner au moment j'ai envie de dire, du choix de sa feuille de route en tant qu'âme, de venir libérer cette lignée, en fait. Donc l'âme choisit la lignée en question pour pouvoir libérer la problématique. Donc ça, je vais me retrouver moi à vivre dans cette vie une expérience de vie, une situation qui va en fait faire écho à ce qu'a vécu mon ancêtre. Alors évidemment, quand je l'ai dit, je le sais pas, hein, c'est bien tout le truc. Et donc, en travaillant dans les annales akashiques, en questionnant, on peut avoir accès à l'empreinte source en lien avec l'ancêtre. Alors, on ne va pas forcément savoir comment il s'appelait, ce qu'il faisait, à qui il était marié, parce qu'en fait, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qui s'est passé, quelle est l'émotion que ça a engendré et qui n'a pas été dépassé, qui fait que cet ancêtre il a quitté ce plan terrestre avec une émotion non résolue, une problématique en fait, qui du coup se répercute pour qu'on puisse la libérer. Et en la libérant, cette problématique, en la mettant à jour, on va se libérer soi, mais on libère aussi cet ancêtre. C'est la même chose avec les vies passées en fait, c'est exactement la même chose. Donc ce travail en transgénérationnel, bien évidemment, vous pouvez le faire aussi avec d'autres pratiques, hein, les constellations familiales, la psychogénéalogie, il y a plein d'autres techniques qui existent, il n'y a pas que celle-là, hein, mais c'est une des choses qu'on peut explorer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Est-ce que vous avez des questions? Ça m'intéresse. Ou est-ce que je vous ai perdu ou endormi? Vous avez le droit de le dire. Oui.
Quand tu parlais des annales akashiques, ce qui m'est venu, c'est l'hypnose régressive. Est-ce que l'hypnose régressive est un outil pour accéder aux annales akashiques ou... Oui, alors l'hypnose est un état modifié de conscience, donc effectivement on peut y accéder aussi. On peut, mais ce n'est pas forcément l'intention et l'objectif de l'hypnose régressive. Tout dépend en fait ce qu'on pose comme intention, c'est toujours la même chose. Par exemple, vous avez certainement dû entendre parler des ateliers de TCH du Charbonnet. Moi j'en ai fait 3. La première, le premier atelier que j'ai fait avec lui, j'y suis pas allée pour avoir des contacts défunts, vous l'avez compris. J'y suis allée plus pour l'expérience en fait, et voilà, vivre l'expérience en fait. Et je me suis effectivement retrouvée à un moment donné comme à un seuil. C'était très proche la vision du film Nos Solars, Notre Demeure, si vous le connaissez, sinon je vous le recommande chaudement. Et en fait, j'étais accueillie, il y avait quelqu'un qui était là sur ma il y avait une énergie qui était là sur ma gauche et qui m'a dit bienvenue, je vais t'emmener quelque part où tu te rends souvent. Et moi je me dis mais non parce que je suis jamais venue là quoi. Donc d'abord je ne vous connais pas et non je ne comprends pas quoi. Donc, bon je suis cette énergie et là je me retrouve à rentrer dans une sorte de grand hall, on va dire ça comme ça, un grand bâtiment et j'ai un plafond très haut, des murs très larges et je suis accueillie par une sorte de personnage de sagesse, en fait. Et il me dit bienvenue en ces temps et lieux où tu viens souvent. Et je me suis dit, wow, ça recommence. Et donc, mon regard va au-delà de cet homme, en fait. Et là, je vois plein de livres, en fait. Et là, je comprends. Je comprends que je suis dans la bibliothèque akashique. Et donc mon regard se pose sur un livre et ça m'a basculé dans une vie passée, et puis après encore une autre, etc. Donc oui, l'hypnose peut, parce que c'est un état modifié de conscience, comme la méditation en fait. On peut y accéder, moi ça m'est arrivé aussi dans une méditation vraiment profonde, mais il faut que ce soit une méditation vraiment profonde, quoi. Et où tu perds la notion de ton corps, où tu parles, où tu as cette notion d'amour inconditionnel. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la vibration des annales akashiques, ce n'est que l'amour, en fait. C'est vraiment, waouh. C'est une sensation qu'on ne vit pas ici, quoi. Voilà, c'est vraiment très, très englobant. C'est très cocoon, c'est très bienveillant, les informations sont toujours données avec beaucoup de bienveillance, il n'y a jamais de jugement, c'est une énergie qui est là pour nous aider en fait. C'est comme un guide, sauf que c'est encore en termes vibratoires, c'est encore plus waouh. Et du coup, ça me fait penser que j'avais prévu de vous lire, quand je leur ai demandé de me dire comment ils définiraient les mémoires akashiques, en fait, pour que je puisse l'expliquer. Je vais vous lire le message que j'avais canalisé. Les mémoires akashiques sont comme un vaste océan d'amour. C'est immense. Ce n'est qu'amour. Cela existe pour montrer aux gens d'où ils viennent, pour leur rappeler l'origine d'où ils viennent. L'origine, c'est l'amour avec un grand A. Vous avez oublié cela, cette mémoire, mais elle est toujours présente dans vos archives. C'est quelque chose qui fait vibrer le cœur, une fréquence qui résonne vers le cœur. Être dans l'énergie de ces archives,
c'est revenir à l'origine de tout être et de toute chose. Et cette origine, c'est l'amour. Lorsque vous, les humains, vous vous serez souvenus de cela, pas avec votre tête, mais avec votre cœur, vos cellules, alors l'humanité changera, votre réalité changera. Plus vous émanerez cette énergie d'amour, et plus votre réalité, votre vie se transformeront. Les archives akashiques, c'est l'amour originel. Un amour qui ne peut être contenu ni par des mots, ni par des images. Il est sans limite. Il enveloppe tout, il est partout, comme l'air que vous respirez. Quand on a compris cela, on n'a plus besoin de rien d'autre. On est dans la complétude. Voilà, c'est ça. Je vais donner la parole là-bas, je vais juste rajouter quelque chose. Plus vous émanez cette fréquence du cœur, cet amour, plus votre taux vibratoire augmente, plus vous arrivez à vous connecter à la joie, plus vous vous syntonisez finalement sur la vibration de l'univers, la vibration de la source, et plus toutes les synchronicités, tous les signes, tout ce que je vous ai raconté, et c'est vraiment peu par rapport à tout ce que j'ai pu vivre, tout s'aligne en fait. C'est comme si vous avancez, au fur et à mesure où vous avancez, votre chemin il s'éclaire, il s'allume en fait. C'est vraiment ça. Donc plus vous êtes dans cette énergie-là, plus vous la vibrez, plus vous la faites grandir. Et oui, c'est pas facile, mais tout est là en fait, dans votre cœur, à l'intérieur. Quand je dis cœur, c'est pas l'organe, c'est vraiment l'espace du cœur, on pourrait appeler le chakra du cœur. Donc plus vous faites grandir, si vous faites des méditations, si vous êtes dans la nature, que vous contemplez, branchez-vous sur votre cœur, sur cette partie-là, imaginez ça se dilate, ça se dilate, ça se dilate, ça se dilate, que vous baignez dans cet amour et que ça va au-delà de votre être en fait. Et là, votre vibration, elle monte en fait. Et là, ça change tout. Alors, il y a une question juste derrière toi. Ça peut être très simple, mais je suis très touchée par votre témoignage. J'ai aussi des questions. En fait, tout ce que vous dites aujourd'hui, c'est ce que mon fils a essayé de me dire pendant 22 ans. Et tout ce qu'il avait découvert, et moi, très cartésienne que vous, en fait, je n'ai pas vu, je ne voulais pas. La question que Corinne a posée, parce que c'est notre super modèle, en fait, c'est que Raphaël s'est réfugié dans les drogues et il disait qu'il arrivait à des états. Voilà, enfin, vous avez parlé d'hypnose, pour moi c'est très fort parce que vraiment tout ce que vous dites sur les vibrations, tout ce qu'on m'a expliqué sur la synchronicité, bon, les écrits qu'il nous a laissés, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de hasard dans leur vie, je pense, mais voilà, après comme on parlait du cœur, je pense, je ne sais pas trop comment je l'ai parti, mais c'est sûr dans son cœur qui a lâché. Vous parlez des empreintes transgénérationnelles, quand ça résonne beaucoup. Je me dis que j'ai eu la chance d'avoir un être comme ça qui a découvert des choses incroyables. C'était peut-être trop pour lui. Je ne sais pas si on était la drogue. Enfin, c'est difficile d'en parler devant tout le monde ici parce que je sais que le sujet n'est pas simple. Mais Raphaël me disait qu'il arrivait à être dans des états où il voyait autre chose et il accédait à autre chose. Vous voulez être chaman aussi. Donc voilà, c'était juste cette question-là. Et comme en fait ça vient de l'Inde, voilà, je me posais ces questions aussi. Si avant, dans les générations avant, il y avait. Il n'y a plus de son avec du coup. Ça marche. Oui, c'est bon. J'ai plus trop grand-chose à dire, mais c'était voilà, ces questions-là que je me pose et à la fois je suis un peu scotchée de votre témoignage aujourd'hui parce que j'ai vraiment l'impression que
Enfin, moi, je suis passée à côté. Voilà, de quelqu'un qui savait déjà beaucoup de choses. Il était peut-être là pour vous montrer une voie pour que vous puissiez l'emprunter maintenant par vous-même, en fait. Donc effectivement, quand on est... bon, moi, je ne me suis jamais droguée, alors je ne suis pas bien placée pour en parler, mais ça crée, ça modifie en fait la chimie du cerveau, et tous ces états modifiés de conscience, comme on les appelle, c'est effectivement une autre vie. Enfin, les ondes cérébrales ne vont plus être au même rythme en fait, et c'est ça qui permet d'accéder à d'autres choses. Alors on peut finalement après avec la prise de plan, il y a plein de choses qui existent. Moi je suis pour les choses simples, même si j'ai bien conscience que se centrer dans le cœur et faire taire son mental, ce n'est pas simple. Je sais quelque chose, mais en tout cas, c'est possible. C'est vraiment ça que j'aimerais vous dire, c'est que c'est possible d'avoir été, de venir d'un espace très cartésien. Je suis toujours très pragmatique, je questionne beaucoup, enfin voilà, et je ne me barre pas là-haut, parce que ma place est ici. Parce que si mon âme a choisi de s'incarner, c'est pour être là, et pas pour me barrer. Donc en fait, je veille à être là. Pour moi, la spiritualité, elle se vit dans le corps, elle se vit dans la matière. Parce que si notre chemin était de vivre la spiritualité en se barrant, on ne serait pas venu là en fait. Donc pour moi, c'est très 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 important de vraiment être bien ici. Donc le travail sur le corps, la détente du corps, si vous voulez calmer votre tête, apprenez à détendre votre corps, ça va vous y aider. C'est pour ça que la nature, ça aide, la sophro, enfin bref, il y a plein de choses, le yoga, etc. Tu as une question, Bénédicte? Attends, s'il te plaît. D'abord, te remercier parce que hier, on a eu une conversation avec j'ai un sentiment de possession envers vous, je suis désolée. C'est la maman lumineuse. Et dans nos conversations, j'ai l'impression, vraiment dans la question, que tu mets des mots sur ce que moi j'avais du mal à exprimer en fait. Donc ça fait tellement de sens que merci déjà. Et puis moi aussi, je suis très cartésienne. Quand tu disais que quand on arrive à se connecter à cet état de tout amour, chemin de lumière, et que tout devient beaucoup plus évident, parce que je suis cartésienne en me disant, mais il y a une petite voix qui est venue en me disant, mais ça ne permet pas non plus de nous éviter les épreuves, on est bien d'accord? Parce que beaucoup pensent ça en fait, et j'ai besoin, moi, c'est intéressant de soulever ce sujet. On n'est pas venu de ma compréhension, qui vaut ce qu'elle vaut, je parle en lumière. On n'est pas venu pour vivre une vie sur un long fleuve tranquille, d'accord? En tant qu'âme, si elle choisit de venir s'incarner dans cette enveloppe-là, qui s'appelle Marie-Christine, ici, c'est pour apprendre, évoluer, vivre des expériences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire élargir sa conscience, c'est-à-dire changer de niveau de conscience, c'est-à-dire avoir des prises de conscience. Parce que si je fais toujours la même chose depuis le même niveau de conscience, j'aurai toujours le même résultat. C'est comme si vous faites un gâteau toujours avec les mêmes ingrédients et que votre gâteau il est raté. À un moment donné, il faut se questionner, quoi. Peut-être que c'est pas la bonne qualité, c'est pas le bon dosage, il y a un truc avec le four, je sais pas. Mais si vous changez rien, vous aurez toujours le même résultat. Donc là, c'est changer son niveau de conscience, c'est-à-dire je change de paire de lunettes, je change de perspective, je vois les choses sous un
nouveau jour, un nouvel angle, je prends de la hauteur. C'est tout ça en fait qui va vous aider à avoir des prises de conscience en fait. Et éventuellement vous faire accompagner aussi, parce que quand on a quelqu'un d'autre qui a un autre regard, ça aide, parce que nous on est toujours bloqué sur notre truc là, et on perd tout le reste en fait du schéma. Donc effectivement, on n'est pas là pour s'éviter des épreuves, puisque malheureusement la plupart du temps, les prises de conscience, elles ont lieu suite à des difficultés, des obstacles. Voilà, je ne sais pas si c'est systématique, mais en tout cas, je l'ai quand même beaucoup observé. A priori, c'est pas si simple d'avoir des prises de conscience quand tout va bien. Et en même temps, c'est logique parce que quand tout va bien, personne ne se pose de questions. Ça va bien, pourquoi je me poserais des questions? Pourquoi je changerais quoi que ce soit? Donc je vais attendre qu'il y ait un qui cloche. Et là, éventuellement, parce que c'est pas systématique non plus, éventuellement, je vais m'interroger à me dire « Ah, c'est bizarre, pourquoi ça n'arrête pas de se reproduire ce truc-là ?» Et puis, au bout d'un moment, je me dis « Ok, là, je suis toujours dans la même situation, ça se répète, à chaque fois que je démarre un nouveau boulot, je tombe sur un chef tyrannique, ou je ne sais pas quoi, ou une collègue jalouse, etc. » Et donc là, on se dit, oui, là maintenant j'en ai un peu marre de m'en prendre plein la tronche, donc je vais me poser des questions. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, je vous l'ai dit, tout est vibratoire, tout est énergie, tout est information, donc on va attirer à soi ce que l'on porte en soi. Donc si vous voyez la lumière chez quelqu'un d'autre, que la personne elle est lumineuse, que ceci, que cela, c'est parce que vous avez la même chose à la maison, là, dans votre maison intérieure. Mais peut-être que vous ne l'avez pas encore vu, ou que vous ne voulez pas le voir. Voilà. Pareil, si vous attirez des situations, je ne sais pas, peut-être de jalousie, c'est qu'il y a forcément en vous un germe, il y a quelque chose en lien avec la jalousie. C'est peut-être pas conscient, peut-être que c'est quelque chose que vous portez d'un ancêtre ou d'une autre vie. Mais en tous les cas, c'est forcément en vous pour que vous puissiez l'attirer à vous. Parce que sinon, ça ne peut pas se produire. Quand on travaille sur soi, si je reprends l'histoire de la jalousie, qu'on règle le problème, après on n'attire plus de situation de jalousie en fait. Une fois qu'on a compris, c'est comme à l'école. Une fois que vous avez compris ce qu'on fait en 6e, vous n'allez pas y passer 20 ans en 6e, quoi. Vous avez compris, donc vous passez à la classe d'après, quoi. Là, c'est la même chose par rapport aux difficultés, aux épreuves, etc. qu'on rencontre. Une fois qu'on a mis de la conscience, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi mettre de la conscience? C'est on met de la lumière dessus, on met un coup de projecteur. D'un coup, on sort de l'ignorance, de « je ne savais pas ». D'un coup, on voit. Le jour où on voit, où on ouvre les yeux, où on se réveille, croyez-moi, on ne peut plus se rendormir. Parce que la vie ne nous laisse pas nous rendormir. Donc on peut peut-être se rendormir pendant quelques jours, quelques semaines et quelques mois si on a de la chance. Et encore, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, c'est plus possible. C'est plus possible. Une fois qu'on a ouvert les yeux, on les garde ouverts, quoi. Et là, on n'a plus que de cesse de continuer à chercher, à cheminer, à avancer, etc. Et c'est parce qu'on est quelque part orienté vers comprendre, grandir, évoluer, cheminer, que l'on va rencontrer des personnes ou des livres, ou des vidéos, des audios, etc. Enfin, des supports et des personnes qui vont nous aider en fait à nous éveiller, à comprendre, qui peuvent être aussi des animaux, parce que ce sont des grands enseignants aussi, les animaux. C'est pas que des gens qui sont des sachants, les enseignants. Ça peut être un arbre dans une forêt. Vous allez vous y connecter et cet arbre, il va vous enseigner en fait. Donc l'enseignement, l'apprentissage, il est partout. Partout. Il suffit juste
entre guillemets, parce que j'ai bien conscience que c'est quand même une démarche qui n'est pas forcément évidente, d'ouvrir les yeux et d'accepter d'être enseigné. C'est-à-dire d'accepter que moi, je ne sais pas grand-chose. Je suis là pour apprendre, donc je reste avec l'esprit du débutant et je me dis, ok, peut-être que là, j'ai encore pas tout compris, puis visiblement, si je me prends encore les pieds dans le tapis, c'est que il y a encore un truc que j'ai pas compris, quoi. Donc on retrousse les manches et puis on y retourne, quoi. Donc c'est un petit peu ma vision, en tout cas, du cheminement. Alors Marie-Christine, Oui, ça vient. on fait le lien avec la méthode akashi et ce que vivent les gens et qui se retrouvent dans cette autre dimension qui ont accès à la connaissance universelle, au passé, au présent. En fait, au lieu de l'appeler l'évolution, c'est l'akashi. En tout cas, quand ils disent qu'ils ont accès à la connaissance universelle, comme tu dis, oui, ce serait ça. Mais je parle au conditionnel, parce que voilà, en toute humilité. Mais oui. Oui, on parle de la maison, à la source. Oui. Quand on est à la maison, oui, c'est ça. Oui. Donc c'est la même chose. Oui. Pour moi, oui, c'est ça. Et j'ai une amie qui a vécu une vie, et en fait, elle a eu accès effectivement à tout ça. Et la particularité des personnes qui vivent des EMI, c'est qu'après, ils gardent cette connexion aux annales akashiques tout le temps, en fait. Ils ont pas, c'est comme si, moi, dans ma compréhension, c'est comme si, en fait, ces personnes-là, quand elles passent de l'autre côté, elles se reconnectent, elles reviennent, elles ne sont pas déconnectées, en fait. Alors, personne ne l'est, sauf qu'en fait, consciemment, on ne l'est pas. On a conscience qu'on est connecté. Il faut qu'il y ait un événement, la plupart du temps, parfois traumatique et dramatique, pour que tu fasses cette démarche, en fait, de te reconnecter. Mais dans l'absolu, on n'est jamais déconnecté, en fait. Moi, j'ai pris conscience, là je suis en train d'écrire un 5e livre, cette fois sur l'amour de soi, comment j'apprends à m'aimer vraiment, et sur l'ouverture du cœur. Et j'ai pris conscience en écrivant ce livre, parce qu'à chaque fois ça me fait travailler, c'est pour ça que ça me prend des mois, parce qu'il faut que j'intègre. J'ai pris conscience qu'en fait, quand j'ai été malade, là, il y a plus de 25 ans, qu'en fait, mais j'étais déjà hyper guidée, quoi. Et j'en ai pris conscience là, il y a quelques mois. Donc on a cette connexion, tout le temps. Mais en fait, on n'a pas la conscience, en fait. Alors que les personnes qui basculent et qui reviennent, elles ne perdent pas cette connexion. Et donc elles accèdent spontanément. Alors elles ne se souviennent pas de tout, tu sais. Mais en tous les cas, le chemin, elles le connaissent. Mais c'est aussi futur. Les potentialités futures, ouais, tout à fait. Ouais. Oui. Sachant qu'il y a plusieurs futurs possibles. Et que en fonction. C'est toujours la même chose. Si par exemple, je suis tout le temps dans la déprime, dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, vous imaginez bien le type de scénario futur que vous allez pouvoir attirer. Si par contre vous êtes dans la joie, la légèreté, l'insouciance, l'émerveillement de l'enfant, vous imaginez bien que vous n'allez pas arriver à la même destination en fait. Donc c'est pour ça que tout part de soi, tout vient de soi. Donc en fonction de ce que vous avez envie de vivre, moduler à l'intérieur, et plus vous allez moduler et adapter votre posture, et plus vous allez pouvoir vivre des expériences plus agréables, quoi. Ça ne vous empêchera pas les difficultés, les obstacles et les épreuves. La seule chose, c'est que vous n'allez du coup pas porter le même regard dessus, parce que vous allez développer cette posture intérieure. Et du coup, vous allez plus rapidement retrouver votre équilibre. En fait, c'est ça l'intérêt, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de trébucher. Voilà. L'idée, c'est cette voix du cœur qu'ils m'ont enseignée, en fait.
c'est la voie de l'équilibre. C'est la voie du Tao, du yin et du yang. Donc je suis tout le temps en train de marcher sur un fil, des fois je tombe, mais hop, je me rattrape. Et donc je reste par terre beaucoup moins longtemps, en fait, parce que j'ai développé des ressources. Et donc ça m'aide à me redresser et hop, je repars, en fait. Puis après, je retombe et puis pareil, en fait. Et c'est pas l'événement, en fait, qui entre guillemets, c'est pas l'événement le plus déterminant, en fait. C'est la manière dont moi je vais y répondre. Quelle réponse je vais y apporter, comment je vais réagir. C'est pour ça que plus vous allez développer des ressources, qui encore une fois ne sont pas forcément d'aller aligner des séances chez un tas de thérapeutes, ça peut être juste d'aller vous connecter à la nature. Plus vous allez développer des ressources, et plus vous allez pouvoir retrouver votre équilibre, et moins vous serez à voir le côté négatif des situations, en fait. Vous irez beaucoup plus vers le verre à moitié plein que les verres à moitié vides. Et ça change la vie, croyez-moi. Donc ça vous permet vraiment de vous rebooster, de vous réaligner beaucoup plus vite. Oui, il y a une question. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui ressort d'une dépression que j'ai vécue pendant 5 ans. J'ai refusé tous les médicaments, j'ai fini par m'en sortir, mais j'ai pas bien compris la leçon de tout ça. Alors là, je ne pourrais pas vous répondre parce qu'il n'y a pas une réponse. C'est pas comme, j'ai envie de dire, comme quand vous allez chez le médecin, j'ai mal à la tête, donc c'est tel médicament, j'ai mal à la gorge, c'est tel médicament. Là, c'est vraiment en fonction de l'histoire de chacun. Donc, la dépression, il y a, alors, selon ce que j'ai déjà rencontré à la séance, ça peut être un événement, souvent, c'est un événement qui n'a pas été digéré, en fait, qui est souvent lié à une perte. Ça peut être aussi d'être quelque part pollué par une entité, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le monde intangible, il y a donc des énergies, comme vous avez compris, des vibrations, elles ne sont pas toutes bien intentionnées, quoi. Donc voilà, donc, des fois elles viennent s'agripper à nous, et si elles s'agrippent à nous, rappelez-vous, on attire ce que l'on porte en soi. Donc on ne peut attirer, selon ma grille de compréhension en moi, on ne peut attirer à soi les entités que si on a une faille intérieure. Et cette faille, elle est créée par, en général, une émotion. D'accord ? Et parce qu'il y a cette émotion-là, et qu'on reste peut-être longtemps dans l'émotion, et bien du coup, il va y avoir une entité qui va venir se coller à nous par affinité vibratoire. Et qui va se nourrir de notre énergie, en fait. Ça, c'est une possibilité. Mais je ne peux pas affirmer que c'est le cas dans votre situation. Ça dépend vraiment, ça peut être quelque chose en lien avec votre transgénérationnel. Il y a plein de réponses possibles, en fait. C'est ça, entre guillemets, peut-être on pourrait dire la complexité de la vie. C'est qu'en fait, il n'y a pas une réponse unique à une même situation. C'est vraiment sur mesure et adapté par rapport à qui on est, ce qu'on a vécu depuis notre arrivée, y compris in utero, notre arrivée in utero déjà, et ensuite la lignée dans laquelle on arrive, cette lignée qu'on a choisie, par rapport à ce que l'âme a choisi de venir dépasser, peut-être comme épreuve ou comme défi, en fait, les transformer ou les vivre sous un autre angle. Peut-être que dans une autre vie, j'ai été harceleur et que là, j'ai choisi de venir vivre le fait d'être harcelé parce que ça va me permettre, en tant qu'âme,
de comprendre quelque chose, d'élargir ma conscience et ma vision, en fait. Donc, en fait, c'est assez complexe, tout ça. Voilà. Mais j'ai envie de dire, ne vous prenez pas trop la tête, alors pas vous précisément, mais voilà, c'est assez complexe. Certes, la vie est assez complexe, mais ne vous prenez pas trop la tête à essayer de vouloir tout décrypter. De toute façon, on ne peut pas forcément tout décrypter. Le plus important, c'est ce qui va vous embêter et vous bloquer là tout de suite maintenant. Il y a des solutions, quoi. Donc après, c'est un choix, vous n'êtes pas obligé, hein. Mais il y a des solutions en tous les cas. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je suis dans des difficultés, j'y reste pas. Je me dis tout de suite, oh là là, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de te faire comprendre que tu n'as pas compris? Et donc, j'essaye de dérouler le fil. J'ai mes outils, hein, donc j'essaye par moi-même. Si j'y arrive pas, là, je vais demander de l'aide, hein, comme tout le monde, pour essayer de dénouer la situation, quoi. Parce que j'ai pas envie de rester dans quelque chose qui est souffrant et qui ne me convient pas, quoi. Donc, y compris quand ça vient toucher ce qu'on appelle nos parts d'ombre, en fait, hein, c'est-à-dire les côtés pas très lumineux de nous-mêmes, hein, c'est-à-dire peut-être un côté, j'en sais rien, très contrôlant, très arrogant ou quoi que ce soit, qu'on ne veut pas voir. Ça fait partie de nos parts d'ombre, mais en même temps, le chemin, pour moi, il est d'aller mettre de la lumière partout. Parce que ce qui reste dans l'ombre, potentiellement, c'est quelque chose qui peut agir à travers nous et nous faire vivre des situations de souffrance, en fait, avec des degrés différents, bien évidemment. Donc plus on va aller mettre de la lumière, plus quelque part on libère de l'espace, on récupère quelque part de l'énergie aussi, donc on est de plus en plus complet, et c'est quand même vachement mieux d'être complet que d'être troué comme un gruyère. Donc c'est aussi, ça c'est tout un travail qu'on peut aussi faire dans les annales akashiques. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans les annales akashiques, mais encore une fois, il n'y a pas que cet outil-là. Donc il y a plein de choses qui existent, ça peut être complémentaire d'autres choses. C'est pas, quand on fait un travail dans les annales akashiques, c'est pas, si vous voulez, comme une thérapie. Il n'y a pas, on n'est pas parti pour 4 ans, 8 ans, 10 ans. Il n'y a pas des séances toutes les semaines, tous les mois, etc. On fait une séance, on se laisse le temps d'intégrer, et éventuellement on en refait une 6 mois plus tard, 1 an plus tard, 3 ans plus tard. Il n'y a pas de, il n'y a pas du tout de durée obligatoire, de rien du tout, quoi. Donc, en tout cas, moi j'ai une question justement. Les annales akashiques. Est-ce que tout le monde y a accès? Parce que par exemple, tu parlais de la DCH tout à l'heure, moi j'en ai fait 2. Oui. Il s'est rien passé, enfin, il s'est passé un truc de dingue, mais c'est pas moi qui l'ai vécu. C'est d'autres personnes qui ont connecté ma fille. Mais du coup, je me dis, si moi il s'est rien passé, c'est comme si je dormais, quoi. Enfin, je faisais une méditation très agréable, mais il se passe rien d'autre. Donc, est-ce que c'est accessible à tout le monde ou est-ce qu'il faut accepter qu'il se passe rien? C'est les deux, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. Tous ces états modifiés de conscience sont accessibles à tout le monde. De la même manière que ces capacités médiumniques sont pour moi accessibles à tout le monde. On les a tous. Moi, je ne mets pas le mot de don ou de quoi que ce soit derrière ça. C'est juste que y a des personnes chez qui ça va se développer. Et puis chez d'autres, ça va pas se développer. Encore une fois, l'anglais est accessible à tout le monde. Tout le monde ne devient pas bilingue. Pour moi, c'est la même chose. Donc ces capacités-là, on les a tous. Après, y en a qui vont, pour lesquels c'est leur choix. Ça a l'air d'être un peu mon cas, parce que vu tout ce qui m'est arrivé, sinon c'était pareil, j'en pourrais pas tout compris. Mais c'est possible. Voilà, mais c'est pas obligatoire non plus. Enfin, je veux dire, en fait, comme ils disent, ils ont souvent beaucoup d'humour dans les annales akashiques. Ils disent, vous êtes en train de réapprendre, de suivre des formations pour retrouver une capacité naturelle et que vous avez oubliée.
Donc eux, ils trouvent qu'on marche un peu sur la tête. Mais bon, voilà, c'est notre chemin, c'est comme l'humanité en est, et puis voilà. Donc oui, potentiellement tout le monde peut y accéder, mais pour autant, ça ne veut pas dire que tout le monde va y accéder. Tout le monde peut faire de l'hypnose, mais alors moi je pense que tout le monde est hypnotisable, mais après il y en a pour qui ça ne va pas marcher. Et pourquoi? Parce qu'ils ne lâchent pas, en fait. Ils n'arrivent pas à lâcher le mental, à faire confiance. Après, il y en a qui lâchent, mais qui ne se souviennent pas. C'est encore autre chose. Tu peux partir, tu peux vivre une expérience, mais quand tu reviens, ça s'est effacé, en fait. Tu as oublié. Voilà. Ça aussi, ça peut arriver. J'ai envie de dire, il faut accueillir, être dans l'acceptation et ne pas chercher à contrôler. Et oui, c'est frustrant. On accueille sa frustration. Et voilà, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire à part s'énerver contre soi et ça n'aide pas à renforcer l'amour de soi. Donc voilà. Vous voulez la question? Pas de hasard. On voulait pour savoir laquelle elle est. Et en fait, je me posais la question, en discutant aussi avec plusieurs parents, est-ce que l'hypersensibilité ou quelqu'un qui a un potentiel émotionnel va se connecter, s'ouvrir plus facilement, être plus approchable par des énergies Je pense que oui. Je pense que tous les hypersensibles, les hyperémotifs sont borderline. J'en fais partie, donc forcément on capte beaucoup de choses. Alors moi quand j'étais petite on parlait d'empathie, on parlait pas d'hypersensibilité. On disait que j'étais trop émotive, que j'étais trop ceci, que j'étais trop cela. Enfin bref, j'ai l'impression d'avoir plein de problèmes quand j'ai quitté ma mère. Que je prenais trop les choses à cœur, parce que moi je suis très bon public, je vois un film qui est triste, je pleure, je vois un film qui est gai, je ris. Voilà. Donc ma mère a beau me dire mais c'est de la fiction, c'est pas vrai et tout. Ah bah oui, non mais moi j'étais inconsolable. Donc voilà. Donc je pense que oui, quand on a ce profil-là, on a des facilités, si tant est, à capter en fait. D'abord on ressent les gens, on rentre dans une salle, on sent. Donc des fois on a fait partie des gens qui ont du mal à être dans des grandes assemblées, dans les transports, dans les supermarchés, parce que c'est tellement d'informations qu'on se prend que c'est très difficile. Donc oui, pour moi, ces personnes hypersensibles, hyperémotives ont en tous les cas, ont un terrain favorable. Et en même temps, le revers de la médaille, c'est que on peut se capter tout et n'importe quoi. Voilà. Et donc c'est important de se préserver. Et se préserver, ça veut dire à un moment donné s'extraire. Si le milieu il est trop toxique, il nous draine trop d'énergie, c'est d'en être conscient et de s'en extraire en fait, d'aller se recharger dans la nature justement. Après moi je suis pas trop pour la notion de se protéger. Ce qu'ils disent dans les annales akashiques, les enseignants, c'est que si tu cherches à te protéger, c'est que tu es dans la peur. Donc plutôt que d'être dans la peur, cultive la confiance, la joie et l'amour. Donc c'est-à-dire, ouvre ton cœur, monte ta vibration. Et si tu as un taux vibratoire élevé, tu n'attireras pas des situations toxiques ou de peur ou quoi que ce soit. En fait, c'est clair. Donc typiquement, vous connaissez peut-être cette indienne Arma qui prend dans les bras là. Arma elle a un taux vibratoire qui va au-delà de la pièce là. Elle n'a pas d'attaque. Par contre, son staff autour, oui. Mais elle, non. Parce que son taux vibratoire il est tellement élevé qu'en fait, elle ne peut pas attirer ça. Ça reste à la porte, quoi. Ça rentre pas. Donc c'est vraiment ça. Hein. Moi, je leur avais demandé du coup, mais alors comment est-ce que je peux expliquer, comment est-ce qu'on peut faire. Ils m'ont dit, ouvrir le cœur, ouvrir.
monter son taux vibratoire, faire des activités qui vous élèvent, qui vous mettent dans la joie, qui font pétiller vos cellules. Chanter, danser, peigner, dessiner, aller marcher, etc. Pour justement être bien. Et plus vous serez bien, et plus ça aura d'impact autour de vous, parce que de toute façon, on a tous un impact. Donc voilà. Mais c'est un travail de toute une vie, en fait. Oui, c'est un travail de toute une vie, en fait. Ah, c'est un travail de toute une vie, oui, mais c'est ce que j'ai dit. Hein. Le jour où on a ouvert les yeux, on peut plus se faire fermer, on ne peut pas se rendormir. Et donc, effectivement, c'est après, c'est quotidien en fait. C'est quotidien. Si j'ai encore 2-3 minutes, j'aimerais juste vous lire un autre passage de mon livre, un message canalisé, parce que je pense que ça va vous parler et peut-être vous faire du bien. Et on est aussi là pour se faire du bien. Alors, il était une fois, sur une lointaine galaxie, une famille. Une famille un peu particulière. Une famille élargie. Une grande famille. De temps en temps, elle envoie sur Terre certains de ses membres, comme une extension d'elle-même. Ils sont à la fois sur Terre et toujours reliés au noyau. Ils ne se sont jamais séparés, car cette famille est unie. Elle est une et indivisible en même temps. Une et multiple. Comme une cellule unique, elle se divise. Chaque cellule est porteuse de la mémoire initiale de la première. Jamais cette mémoire ne s'efface. Elle est toujours accessible, à tout moment. C'est la mémoire du temps de cette famille que nous vous proposons d'explorer à présent. Cette mémoire est unique et multiple. Certains d'entre vous la nomment la mémoire akashique. Nous préférons la nommer la mémoire du temps ou de la connaissance, car elle contient tout. Depuis le début de la première cellule de cette famille, tout est contenu dans cette mémoire. Il faut savoir qu'elle n'est pas linéaire, car le temps n'est pas linéaire. Tout se déroule simultanément, mais sur des plans différents. C'est un peu comme des histoires parallèles. Les cellules issues de cette famille vivent des expériences à différents niveaux, un peu comme les barreaux d'une échelle. Chacun existe indépendamment, mais ensemble, lorsqu'ils sont unis, ils forment l'échelle. L'échelle est le temps. Les barreaux sont des espaces-temps, des temps parallèles, qui ensemble forment le temps. Les mémoires du temps, la mémoire du temps contient donc la mémoire de tous ces temps parallèles. Tout comme l'échelle est constituée de plusieurs barreaux, un et multiple. Tout est un et multiple. Un corps, plusieurs cellules. Une famille, plusieurs corps. Mais revenons à l'histoire de cette famille. Nous allons la nommer famille d'origine. Car c'est d'elle que tout est issu. C'est elle qui a engendré tout le reste. Vous êtes issus de cette famille d'origine. Nous sommes issus, c'est eux, de cette famille d'origine et nous sommes là pour vous expliquer comment tout ceci fonctionne une fois que le voile est levé. Cette famille était unie. Elle disposait d'une conscience unique, la conscience d'origine. Vous pouvez l'appeler la source, l'origine ou tout autre nom, car ce ne sont que des noms, des mots, des concepts. Pour nous, c'est avant tout une vibration, un peu comme une note de musique.
Cette note de musique, ou conscience unique, un jour s'est divisée et a donné naissance à de multiples notes de musique, de multiples consciences. Tout dans ce que vous appelez votre univers a été créé ainsi. Il en est de même dans les autres univers. Quelle que soit la place des notes de musique sur la partition, toutes sont issues de la même portée d'origine et doivent être unies pour que la partition soit harmonieuse. Si chaque note évolue librement, sans se préoccuper de celle qui est avant elle ou qui la suit, alors le résultat de la partition est disharmonieux. Dans ce cas, il est nécessaire que chaque note se réorganise, retrouve sa place, pour que le tout soit de nouveau harmonieux. Si vous observez la nature, c'est la même chose. Dès qu'un organisme change d'habitat, cela vient perturber le fonctionnement global. Comprenez-vous les changements que vous créez? Harmonie signifie équilibre. Dès qu'un changement se produit, quel qu'en soit le milieu ou le contexte, il vient créer un déséquilibre. Si celui-ci n'est pas rapidement amené à un nouvel équilibre, le tout est perturbé, disharmonieux. La répétition sans fin de cet état entraîne un profond déséquilibre, un peu comme si chaque note de musique n'en faisait qu'à sa tête et s'éloignait ainsi un peu plus de l'harmonie de la partition d'origine. Nous vous expliquons ceci pour vous montrer à quel point tout est interconnecté, interrelié, ce qui signifie qu'à chaque instant, ce que vous créez a un impact sur la partition globale. Ceci est indéniable et ne peut être autrement. Ce que vous créez à chaque instant, par vos actions, vos pensées, vos émotions et vos paroles, a un impact sur vous, votre famille, votre entourage amical, social, professionnel, votre ville ou village, votre région, votre pays, la terre, l'univers, etc. Chacun étant un bout de la partition globale, il est essentiel d'avoir la conscience de sa propre responsabilité dans le rendu final de la partition. Quoi que vous fassiez ou non, disiez ou non, a un impact. Nous allons vous laisser avec cette question. Quel impact souhaitez-vous avoir sur la partition globale? Bien entendu, vous en avez déjà un aujourd'hui. Merci à vous, merci de votre attention. Merci beaucoup.